Samedi, c'est permis, on va parler des beautés cachées. Pourquoi parler des beautés cachées? Parce que le musée de la Roche-sur-Yon, depuis un petit moment déjà, a ouvert une exposition qui s'appelle les beautés cachées. William Chevillon, vous avez pu visiter, vous connaissez un petit peu cette exposition. Pourquoi les beautés cachées? Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui sont dans des caves et qu'on ressort de temps en temps pour les montrer? C'est la question, c'est le problème du musée de la Roche-sur-Yon, c'est que pour le moment, il n'y a que des expositions temporaires, donc les collections ne sont pas visibles en permanence. Donc là, justement, l'occasion de l'équipe du musée, c'était de ressortir les œuvres les plus importantes qui parfois n'ont pas été vues des Yonnais et des Vendéens, donc beauté cachée, donc parce qui que n'ont jamais été vues, ou parce que le musée n'est pas assez grand pour accueillir les expositions, il faudrait construire un autre musée pour... Le musée, il y a des questions de taille qui permettent pas d'accueillir les collections permanentes plus les expos temporaires. C'est vrai que ça pose un peu problème, et donc certaines des œuvres qui sont exposées justement pendant tout l'été n'ont pas été vues par le public, notamment évidemment les nouvelles acquisitions. On peut parler de dessins de Benjamin Rabier qui est né à la Roche-sur-Yon, le créateur de la vache qui rit. C'est le créateur de la vache, de la vache qui rit. Créateur de la vache qui rit, qui était à l'origine la Valkyrie, qui était un petit peu un moyen de provoquer les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Il y avait ça, il y avait la baleine des dauphins du Midi, puis aussi pas mal de dessins de presse. Donc le musée de la Roche-sur-Yon possède le plus grand fonds Benjamin Rabier de France, dont quelques dessins originaux qui sont exposés en ce moment. Donc Benjamin Rabier est originaire de la Roche-sur-Yon, c'est aussi le créateur, il est peut-être plus connu dans le monde enfantin par son canard à grands coups, Gédéon. Gédéon, il y a Gédéon le canard qui est une des marques de Benjamin Rabier. Il y a les Fables de La Fontaine par Rabier, beaucoup de dessins pour enfants qu'on retrouve d'ailleurs dans de nouvelles éditions actuellement. Donc cette exposition des beautés cachées, qu'est-ce qu'on peut découvrir aussi dans ce musée de beauté justement qui ont été cachées? Moi, il y a quelque chose qui me touche particulièrement, ce sont les dessins préparatoires de Paul Baudry, donc qui est prix de Rome de peinture, qui est né à la Roche-sur-Yon, pour le foyer de l'Opéra Garnier à Paris. Les peintures du foyer de l'Opéra Garnier sont de Paul Baudry, donc on a les dessins préparatoires qui sont exposés en ce moment. On a également toute une série d'estampes japonaises tout à fait remarquables. Alors là, aucun lien avec la Roche-sur-Yon. Strictement aucun lien avec la Roche-sur-Yon. Il aurait pu y avoir un missionnaire qui les a ramenés. Dans les acquisitions du musée de la Roche-sur-Yon, il y a quand même pas mal de donations, de legs, etc. Et donc on se retrouve avec des œuvres qui n'ont pas de lien direct avec la ville, mais qui sont tout à fait majeures. Donc oui, par exemple, ce fonds d'estampes japonaises. On a également pas mal de photographies contemporaines, donc sont dans un domaine complètement différent, mais des artistes assez importants comme Andreas Gursky, qui est pas très connu du grand public, mais qui est très important dans le monde de l'art. On a même d'ailleurs dans le musée de la Roche-sur-Yon une œuvre d'Andy Warhol, qui n'est pas exposée en ce moment. Donc qui est encore dans les caves, qu'on verra peut-être un de ces jours. Alors ça, c'est cette exposition, elle a lieu tout l'été, voire même un petit peu au-delà, jusqu'au mois d'octobre, je crois, si je me trompe pas. Donc on a le temps d'aller voir cette exposition. Mais quand on parle des beautés cachées, la Roche-sur-Yon est remplie de beautés cachées finalement. On dit souvent les gens travaillent à la Roche mais vivent ailleurs. D'autres disent la Roche-sur-Yon, à part sa place Napoléon, c'est pas extraordinaire comme ville. Et pourtant il y a plein de petites merveilles à découvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple? Qu'est-ce qui reste du vieux bourg de la Roche de remarquable? Ce qui reste du vieux bourg de la Roche, c'est par exemple ce qu'on peut voir quasiment des fenêtres des studios de RCF, rue Joffre. On a les remparts qui sont juste à proximité au fait. Quand on descend la rue, on prend la petite rue des Poilus, et là on a les remparts du château médiéval de la Roche-sur-Yon, et puis on remonte tranquillement dans l'ancien bourg, au niveau de la place de la Vieille Horloge, avec la maison Renaissance qui date du XVIe siècle. On a quelques habitations du XVIIe, XVIIIe siècle, donc un petit tissu urbain assez ancien en fait, qui correspond à ce qui C'était pas un village la Roche-sur-Yon, c'était déjà une petite ville, parce que quand on passe dans les 2-3 rues ou ruelles, on a l'impression que finalement la Roche-sur-Yon c'était 4 maisons avec la maison du médecin, du curé et du notaire. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a eu beaucoup de destruction à la Révolution, pendant les guerres de Vendée, et pendant l'Empire, quand on a refait l'alignement des rues, mais surtout, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que la Roche-sur-Yon, dans le Bas-Poitou, donc avant la création des départements, était quand même une bourgade assez importante. La ville a quand même été chef-lieu de principauté. C'est pas rien. Si vous le dites. Non, c'est vrai. Non, c'est-à-dire que par exemple, le château de la Roche-sur-Yon, en termes de superficie, c'est quand même une forteresse de 5 hectares, c'est quand même assez grand. Et ce château était propriété pendant très longtemps de la famille des Bourbons. D'accord. Donc c'est vrai que la Roche-sur-Yon a eu un rôle dans la ville. C'est une ville royale alors, s'il était.
c'était un château bourbonnesque. On peut Ville-Royale, plus ou moins, parce que c'est quand même la famille un peu éloignée, des branches secondaires de la famille, quoi. Mais la chapelle royale de Champigny-sur-Veux dans l'Indre-et-Loire parle tout à fait des princes de la Roche-sur-Yon. Donc il y a quand même un rôle de la ville qui était assez important par le passé. Alors quels sont les autres lieux un petit peu remarquables de la Roche-sur-Yon, devant lesquels d'ailleurs des fois on peut passer sans les remarquer? Un des soucis de la Roche-sur-Yon, c'est que du fait de sa construction nouvelle, le développement n'a pas toujours été très cohérent. Mais pourtant, l'urbanisme du 19e, l'architecture du 19e siècle sont des éléments qui méritent, je pense, qu'on y prête un peu d'attention. On a évidemment la place Napoléon, l'alignement des rues, etc., pour des raisons d'hygiène et compagnie. Sur la place Napoléon en elle-même, d'ailleurs... C'était juste une question d'hygiène ou c'était une question aussi, c'était une ville-caserne, c'est un moyen de maîtriser un petit peu les foules vendéennes si elles débordaient un petit peu en les bloquant sur une place, par exemple? Il n'y a pas eu d'intervention militaire en Vendée au 19e siècle. Ça a été quand même... Est-ce que ça aurait pu être pensé comme ça? Parce que Napoléon étant un stratège militaire, il peut se dire, voilà, je veux la paix dans l'Ouest. Napoléon a pensé la ville de manière très originale. Il a donné une autonomie en termes de pensée aux ingénieurs des ponts et chaussées qui ont dessiné les plans et les bâtiments. La place Napoléon, en fait, c'est pas une place d'armes, c'était ce qu'on peut qualifier de place civique. C'est quand même très grand, ça fait presque 3 hectares. Il y a l'hôtel de ville, le tribunal, l'ancien tribunal, qui est le conservatoire, les lycées, l'église, donc toute une série de bâtiments publics, une forte concentration à l'image du forum romain dans l'Antiquité. En fait, le but, c'est de rapprocher au maximum la population des institutions, du commerce, de l'éducation. On va faire une petite pause musicale, on se retrouvera un petit peu après. On va faire avec Charles Pazzi, c'est un jazzman qui sera en première partie de Statu Quo à Poupée le 9 juillet. Et ça nous fait plaisir, c'est dans Samedi, c'est permis. Le 9 juillet, c'est pas si loin que ça, donc on y va. C'est parti. I was her man, yeah, yeah. You got it right, my friend. She said I was her only man. But how many men did you call her friend for a one night stand? And I was one of them, only one of them. She was my girl, yeah, yeah. You got it right, my friend. You said she was my only girl. But how many girls did I call my friend for a one night stand? She was one of them, only one of them. In love, you see, and it takes a lot of love to be unhappy. And I've made mistakes, maybe, but it's over now. Yes, it's over now. Call her friend, tell me how many men did you call her friend? Say how many men did you call her friend? Tell me how many men did you call her friend? Hey, how many men? How many men? How many men? How many men? How many? How many? How many men? How many men? Did you call her friend for a one night stand? I was one of them,
Voilà ce joli sifflet qui clôt cette pause musicale de Charles Pazzi, jazzman, que vous retrouverez à Statu Quo au Poupet le 9 juillet prochain. Donc on disait juste avant cette pause musicale, William, que La Roche-sur-Yon n'est pas une ville militaire, c'est bien une ville civile, et on disait même pendant la pause musicale que c'était une ville qui était finalement les prémices d'une réflexion urbanistique qui était déjà pensée au XVIIe, XVIIIe siècle, mais que la vraie mise en application dans le domaine civil se fait ici finalement à La Roche-sur-Yon au tout début du XIXe siècle. Voilà, enfin du moins l'application en France. Parce que les théories urbaines qui ont été développées par les Lumières en France et en Europe ont directement été transposées aux États-Unis. Puis ensuite, elles sont revenues en boomerang ici à La Roche-sur-Yon, entre guillemets. Ce qu'on appelle le détour américain de l'urbanisme français, en fait. Voilà, c'est souvent ça. Ouais. D'ailleurs, c'est le cas avec d'autres exemples urbanistiques. C'est-à-dire tous les plans d'aménagement de Paris au XIXe siècle ont déjà été pensés avant, n'ont pas été mis en pratique. Et puis on va justement prendre un peu l'exemple de ce qu'on a fait un peu ailleurs pour justement valoriser davantage les espaces urbains, les perspectives, etc. Alors quels sont les grands bâtiments à visiter? Parce qu'en plus, je crois que la ville a fait un petit effort cette année. Elle a compris que si elle voulait qu'il y ait un peu de touristes, les bâtiments allaient être ouverts en fait, parce que d'habitude ils sont plutôt pas ouverts, surtout le matin. Ils sont pas ouverts le matin. C'est vrai qu'il y avait cette question de les touristes qui viennent voir la place Napoléon, le musée du chocolat, etc. Et donc l'idée c'était aussi de pouvoir permettre à chacun de visiter les bâtiments publics. On a évidemment l'église Saint-Louis qui est le monument majeur en fait de la ville et de la place Napoléon, qui est un bâtiment intéressant parce que l'architecture extérieure et l'architecture intérieure sont quand même assez différentes. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Même s'il y a une grande cohérence au fait dans la réponse entre l'architecture extérieure qui répond à la place civique qui est la place Napoléon et l'intérieur donc qui va prendre un caractère un peu plus majestueux. On est quand même dans un sanctuaire. L'église Saint-Louis qui est un des exemples les plus aboutis en termes d'architecture néoclassique au XIXe siècle au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut voir d'ailleurs dans cette église Saint-Louis d'assez remarquable? Le chemin de croix, rien que ça, un chemin de croix peint de 2 mètres sur 2 mètres, c'est quand même assez unique. On a également une Vierge à l'Enfant du XIVe siècle, une Vierge polychrome en bois qui provient de l'ancien bourg de La Roche-sur-Yon. Une église dans la Roche-sur-Yon, dans l'ancien bourg, qui a été détruite peut-être depuis. Il y avait l'église Saint-Hilaire, au fait, au niveau de la rue de Gaulle, en descendant donc vers la route de Cholet. Cette église a été détruite dans les années 1840. Par vétusté, manque d'argent pour entretenir. On avait déjà l'église Saint-Louis. On s'est dit ça servait à rien. En fait, c'était déjà le cas à l'époque. Voilà. Mais on détruisait, mais il n'y avait pas Internet, donc quand on détruisait une église, personne n'en parlait en fait à l'époque. Voilà, c'est ça. C'était beaucoup plus simple. Quels sont les autres bâtiments intéressants à visiter sur La Roche-sur-Yon? Par exemple, je pense au théâtre. Le théâtre de La Roche-sur-Yon théâtre Renaissance, qui se trouve pas Renaissance mais 19e. Au théâtre 19e, oui, qui se situe donc à place du théâtre. Ça s'invente pas. Son nom l'indique, non pas place de l'église. C'est un théâtre qui a été construit donc à la moitié du 19e siècle. Par contre, le décor intérieur est lui peut-être plutôt de la fin du 19e. Et pour les Nantais, les gens qui connaissent bien Nantes, pour la petite anecdote, les peintures, en fait, du plafond de la voûte du théâtre de La Roche-sur-Yon ont été réalisées par le même peintre qui a peint les plafonds de la brasserie La Cigale. D'accord. Place Gralin. Exactement. Georges Levrault, qui s'appelle. Une des peintures, en effet, 19e et 1930. Donc le théâtre à l'italienne de La Roche-sur-Yon. Alors, il se visite, c'est pareil, il se visite, le matin après-midi. Pour la petite anecdote, il y a un homme de théâtre qui est décédé il y a peu, Alain Sabot à La Roche-sur-Yon, et Alain, quand il me parlait, il me parlait souvent de Michel Bouquet à La Roche-sur-Yon. Michel Bouquet parlait de 2 théâtres qu'il aimait beaucoup en France pour l'acoustique. Le théâtre de l'Atelier à Paris, qui était son théâtre principal, et le théâtre de La Roche-sur-Yon. En fait, on a cette forme quasiment circulaire de la salle qui permet une belle acoustique. Un autre bâtiment encore à visiter? En autre bâtiment, je pense qu'on peut peut-être se promener un petit peu en dehors du centre-ville. On peut tout à fait aller se promener dans le quartier de la Gare, voir les anciens logements ouvriers, cheminots, avec de grandes maisons bourgeoises parfois. On peut également avoir, vraiment en sortant de la ville, l'abbaye des Fontenelles. On est à 4 km du centre-ville. On ne peut pas rentrer à l'intérieur pour des raisons de sécurité. Parce qu'elle tombe en ruine? Elle tombe en ruine, et puis c'est vrai qu'il y a juste quelques petites problématiques de sécurité, donc on ne peut pas prendre ce risque-là. Il va y avoir des travaux prochainement, mais on peut y accéder à l'extérieur. C'est un bâtiment du XIIIe siècle. Alors, une abbaye qui était donc en périphérie de La Roche-sur-Yon, c'était des communautés bénédictines. Quelle était la... alors l'abbaye a été fondée en fait sous l'ordre de la Chancelade, qui est un ordre
augustinien. Et ensuite, il y a eu plusieurs ordres, à la fois augustiniens, bénédictins, etc. Ça, c'est quand même échelonné à travers le temps. L'abbaye n'est plus occupée depuis le passage des colonnes infernales après la Révolution. Et depuis, donc, c'est une propriété privée, vendue bien nationale, etc. Quoi. Donc, elle tombe un peu en désuétude. Enfin, désuétude on s'en occupe de cette abbaye. Il y a une prise de conscience qui est née. On peut s'en féliciter. C'est vrai qu'il y a toujours cette question de l'engagement des collectivités sur un site privé. Je crois que le problème souvent, c'est que les collectivités veulent acheter le site là où on peut tout à fait lier une propriété privée et une restauration. Une restauration publique et trouver des financements à la fois privés et publics. Le bâtiment est classé monument historique, donc ça engage quoi qu'il arrive. Il y a un risque majeur là si on s'en occupe pas, qu'il soit définitivement perdu, ou il y a risque majeur pour certaines parties, oui. Pour certaines parties, oui. Moi, je penserais franchement qu'il faut dans les 5 ans, il y ait des gros travaux qui soient menés sur place, maximum, quoi, parce que c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à un touriste qui arrive à La Roche-sur-Yon, ou même à une personne qui habite La Roche-sur-Yon pour redécouvrir sa ville? Par quel bout elle doit le prendre? Faut pas la prendre de la même manière qu'on va découvrir Versailles, on va découvrir Blois, etc. Quoi. Souvent, dans les villes, on va être émerveillé tout de suite. Parce que il y a la grande église qui est très jolie, il y a de beaux bâtiments anciens, etc. Ici à La Roche-sur-Yon, on va peut-être faut avoir une approche un peu différente, faire un pas de côté et aller vers une approche un peu plus vers le caractère humain des bâtiments, vers la fonction de la ville. Faut bien comprendre qu'ici les bâtiments répondent directement à l'espace urbain. Et c'est le problème, c'est que sans médiation, sans justement cette approche-là, on ne comprendra pas La Roche-sur-Yon. En substance, quelqu'un qui est tout seul aura de la difficulté à comprendre la ville. Il va falloir qu'il soit accompagné un petit peu dans sa visite. Au moins par un contenu audiovisuel ou écrit minimum. Et alors ça, on le trouve où aujourd'hui? Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Bon, mais il y a l'office de tourisme qui propose un système d'audio guide, etc., qui fonctionne plutôt bien. Il y a le circuit Napoléon qui est un exemple de promenade avec des plaques, etc. Et il y a également la Maison Renaissance, le bâtiment dont j'ai pu parler tout à l'heure. La Maison Renaissance qui est ouverte au public, donc qui présente un espace un peu de médiation sur l'histoire de la ville, son développement urbain, etc. Ouverte gratuitement au public en été. Gratuitement au public en été, parce que quand c'est pas l'été, c'est payant. Hors saison, il y a des possibilités de visite avec l'office de tourisme, etc. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on y trouve donc dans cette maison Renaissance? On a déjà dans chaque pièce des cheminées en granit du XVIe siècle, donc c'est pas négligeable. Il y a quand même des choses anciennes à La Roche-sur-Yon. On a au-delà, avant le 19e, vous voulez dire. Voilà. On a un espace d'exposition fait au rez-de-chaussée sur l'histoire de la ville, le développement urbain, avec une grande maquette qui permet de comprendre vraiment comment la ville s'est construite avec l'ancien bourg. Et à l'étage, une exposition sur René Cousinet, un Lyonnais célèbre en son temps en tant qu'ingénieur aéronautique. On lui doit par exemple le premier avion qui a traversé l'Atlantique Sud en 1933. Plein de belles choses, parce que les beautés cachées, c'est aussi les personnalités. On n'en a pas parlé. Vous avez parlé d'Alain Sabot, vous avez parlé de Benjamin Rabier et à l'instant de Monsieur Cousinet. Moi, je propose qu'on fasse une pause musicale. Merci beaucoup, William Chevillon, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On fait une pause musicale, puis après, on va directement écouter l'information et le flash de 11h.